Ce furent des jours d'angoisse et d'incertitude extrême, difficile d'imaginer la douleur et la souffrance de cette famille face à cette situation. Imaginez ses parents pendant le voyage, alors que tout était diffusé dans les médias, voyageant avec l'espoir de retrouver leur fille en bonne santé, alors qu'arrive le message qu'elle, malheureusement, n'a pas survécu à tout le temps qu'elle a resté là, pas besoin à attendre. À attendre les secours qui ne sont pas arrivés à temps. Un sentiment d'abandon, un sentiment d'insécurité absurde qui a été généré par cette affaire, qui a mobilisé et ému beaucoup de gens ces derniers jours. Est-ce que ces endroits qui proposent ce type de tourisme sont prêts à faire face à des accidents de ce genre? Malheureusement, Juliana n'a pas survécu à tout le temps qu'elle a dû passer là-bas, sans aide. Imagine sa peur, son angoisse, son désespoir. C'est enregistré, non? Décrit à l'aide. Une affaire très délicate, extrêmement angoissante, surtout pour la famille, évidemment, et complexe à cause de tout ce que cela implique. Une histoire qui a mobilisé tout le monde ces derniers jours et qui concerne l'accident de la Brésilienne Juliana Marins. Un accident qu'elle a eu en faisant une randonnée sur le volcan Rinjani, là-bas, en Indonésie. Eh bien, je vais rappeler comment tout cela s'est passé. Basé sur les informations que la famille a publiées, que les équipes impliquées dans le sauvetage ont également diffusées, des informations officielles des pays concernés, l'Indonésie et le Brésil, en plus d'éclaircir des points importants sur l'endroit, les conditions du sentier et la chronologie du sauvetage, pour que tout le monde puisse comprendre à quel point cette affaire est complexe et saisir un peu mieux comment tout s'est déroulé jusqu'à l'arrivée de cette triste nouvelle. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ma chaîne a, en plus de la fonction évidente de lancer des alertes sociales, celle d'éterniser des biographies. Alors, je veux que cette vidéo, au-delà des informations sur l'affaire, soit un humble hommage à Juliana et à toute sa famille. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Merci de liker ou commenter, même un emoji, pour m'aider. Si possible, devenez membre. Sinon, restez avec moi jusqu'à la fin, je vous en serai très reconnaissant. Passons aux faits. Bon, je dois commencer l'épisode en contextualisant, en parlant de l'endroit où tout s'est passé. Ce volcan possède un sentier très difficile et surtout dangereux. Le volcan Rinjani est situé sur l'île de Lombok en Indonésie. Et cette île fait partie de l'archipel des petites îles de la Sonde, qui se trouve à côté de Bali et près de l'île de Java. Cette région est très connue pour sa beauté naturelle, elle attire de nombreux touristes, mais aussi pour ses terrains très difficiles, y compris des volcans actifs et des forêts denses. C'est un endroit très visité d'ailleurs, malgré tout cela, parce que la beauté est vraiment envoûtante. Le volcan Rinjani est le deuxième plus grand volcan d'Indonésie, avec environ 3726 mètres d'altitude. Ce qui montre déjà un immense défi, n'est-ce pas, c'est pas du point de vue physique pour ceux qui vont affronter une ascension, une randonnée, une excursion là-bas. Il y a toute la question de la locomotion qui demande déjà beaucoup au corps, n'est-ce pas? Et en plus de cela, il y a la question de l'air raréfié à cause de l'altitude. L'endroit est très recherché par les touristes et les aventuriers qui veulent vivre une randonnée unique qui peut durer de 2 à 3 jours. Ce n'est pas une randonnée rapide et encore moins simple, mais les aventuriers disent que le sacrifice face à ces sentiers difficiles en vaut vraiment la peine. Et le sentier autour de ce volcan en particulier est connu pour être raide, étroit, sablonneux et glissant. Sur de nombreux tronçons de ce sentier, le sol est assez meuble, vous voyez, sablonneux, ce qui signifie qu'à chaque pas que l'on fait là-bas, on peut s'enfoncer, glisser. C'est comme avancer de 3 pas et reculer d'un, vous voyez, c'est vraiment compliqué. Et cela augmente bien sûr le risque, surtout dans les endroits avec de grands dénivelés. Et regarde, ici à la maison, en petite parenthèse ici, on suit beaucoup les chaînes de voyageurs, comme par exemple Vip de Doigt, Get Outside, et on a déjà vu, surtout sur ces deux chaînes, des randonnées sur des volcans. En fait, ils ont gravi le volcan El Fuego, qui se trouve au Guatemala. Et mec, on peut vraiment ressentir ça, tu sais, parce qu'ils font le vlog pendant tout le trajet. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. En plus du sentier difficile, il y a aussi l'altitude sur le volcan d'Indonésie. Respirer devient bien plus difficile. Il faut vraiment être en très bonne forme physique pour réussir à le faire là-bas sans, disons, pas trop en souffrir. Ce volcan, l'El Fuego au Guatemala, est aussi très difficile, d'accord?
Tu remarques aussi que la personne finit la randonnée épuisée. Pourquoi est-ce que je le mentionne ici? C'est aussi un point à considérer, non? La personne, quand elle est épuisée, commence à manquer d'oxygénation. Ça ouvre la porte à certains accidents, voire de simples incidents. C'est pour ça que j'ai demandé si ces sentiers sont préparés pour des incidents de ce genre. Mais en parlant de l'Indonésie, alors, un autre point important dans ce cas, c'est que la région de Lombok a un climat tropical avec des périodes de pluie qui peuvent rendre le sentier encore plus dangereux à cause du terrain glissant. En plus, il y a une forte incidence de brouillard là-bas, de la fumée, tu sais, cette brume. Principalement à cause du volcan lui-même et des conditions atmosphériques du lieu. Ce brouillard réduit beaucoup la visibilité, rendant la navigation et le sauvetage encore plus difficiles, puisque ceux qui sont sur le sentier ont du mal à voir clairement leur propre chemin. Ah oui les gars, c'est vraiment une situation difficile, n'est-ce pas? Et cette contextualisation était nécessaire face à tout ce qui est arrivé à Juliana. Juliana Marin. Juliana est une Brésilienne de 26 ans originaire de Rio de Janeiro, diplômée en publicité et propagande de l'Université fédérale de Rio. Juliana est une Brésilienne de 26 ans, originaire de Rio de Janeiro, diplômée en publicité et propagande de l'Université fédérale de Rio. Depuis février, elle parcourait l'Asie et avait déjà visité 3 pays, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande. Et sur les réseaux sociaux, elle partageait ses expériences qu'elle était en train de vivre. Pendant tout le voyage qu'elle faisait seule, elle publiait des photos et des vidéos. C'était un des paysages et des sentiers fantastiques. Il y a 36 jours, elle a dit qu'elle était partie seule du Brésil pour vivre ce voyage en sac à dos. Et elle a dit qu'elle vivait lentement et sans trop de plans. Autrement dit, elle improvisait et laissait la vie se dérouler. C'est ça, elle l'a écrit dans l'une des publications qu'elle a faites en mars. En Thaïlande, Juliana a fait des retraites de yoga, séjourné dans un monastère bouddhiste et obtenu 2 certificats en plongée professionnelle. Dans une autre publication, elle a dit « Il est difficile de décrire ce que la Thaïlande a représenté pour moi, mais je crois que cela a été principalement une question de but. J'ai beaucoup appris de la culture et de la philosophie de vie, mais aussi à respecter ce que je ressens et à suivre ce qui a du sens pour moi. Le bouddhisme croit en l'impermanence. Tout est passager. Il est donc essentiel de se concentrer sur le présent, de s'introspecter, de respirer et de vivre l'instant. D'ailleurs, comme le dirait Gilles, c'est le meilleur endroit du monde. Pendant le voyage, Juliana a parlé de la nostalgie de sa famille. Dans une publication, elle a dit « Aujourd'hui, je les ai appelés en pleurant de nostalgie. J'ai terminé l'appel avec un grand sourire sur le visage, en riant des bêtises de mes parents et avec une paix dans le cœur d'être venue au monde dans cette famille. » Ah, et bien sûr, ma sœur a dû partir au début de la conversation parce qu'elle devait entrer en réunion. Juliana entretenait une relation très saine et agréable avec sa famille, n'est-ce pas? Cette question du manque, n'est-ce pas, des jeux avec les parents? Ce qui rend tout cela encore plus triste, c'est d'imaginer qu'ils voyageaient aujourd'hui, le 24, là-bas. N'était-ce pas, avec toutes les questions géopolitiques qui se passent dans le monde, ils avaient du mal à trouver un vol pour là-bas. Quand ils ont enfin réussi, n'est-ce pas, en parallèle est arrivée cette nouvelle que... C'est déchirant, n'est-ce pas? Toujours sur les réseaux sociaux, Juliana partageait aussi sa passion pour le pole dance, un sport qu'elle a pratiqué en mars dernier. Au Brésil, Juliana a travaillé dans plusieurs entreprises de communication, dont OFF et Multishow du groupe Globo. Sur son LinkedIn, elle partageait aussi qu'elle avait travaillé à l'agence de marketing Mind et à l'événement Rio 2C. La Brésilienne a aussi réalisé un échange social en Égypte, photographiant 12 villes pour promouvoir le tourisme. Dans le but de développement durable, de création d'emplois décents et de croissance économique pour le pays. Et quand elle est finalement arrivée là-bas, en Indonésie, elle a décidé de faire la randonnée du volcan Rinjani. Avec une équipe, bien sûr, de tourisme local. Elle était accompagnée d'un groupe de 5 autres touristes et d'un guide local. Au total, ils étaient 7 personnes, 6 touristes, dont Juliana et le guide. Voilà, cette biographie de Juliana nous permet de comprendre qu'elle avait vraiment un esprit d'aventure. C'était une personne qui aimait explorer, aider les autres. Donc, sur la base de tout cela, on peut comprendre la raison pour laquelle elle était là. Et maintenant, nous allons passer à la chronologie des événements. Juliana a commencé la randonnée le vendredi 20 juin au point 1 de l'image que vous voyez là maintenant.
Et elle devait terminer ce parcours le 22 juin. Le premier jour, ils devaient monter 1500 mètres, un chemin épuisant. Sur ce sentier menant au volcan Rinjani, les groupes s'arrêtent dans un campement préparé pour les touristes au point 2. Ils s'y reposent à la nuit afin de pouvoir continuer le lendemain. C'est pourquoi la randonnée se fait normalement en au moins 2 jours. Eh bien, Juliana est donc arrivée au point 2, cela le vendredi 20 juin. Et peu après 5 heures du matin le samedi, donc le 21, le groupe partirait en direction de la fin du sentier, c'est-à-dire vers le point 3, que vous voyez sur cette image-là. Dans une vidéo que Juliana a partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir quand elle est arrivée au point 2, c'est-à-dire dans un campement là préparé dont je viens de parler. Elle et une touriste italienne appelée Frederica Matricardi montraient, même faisaient des blagues, des ironies par rapport à la vue du sommet de la montagne, qui évidemment n'existait pas à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de nuages, il y avait beaucoup de brouillard là-bas. Maintenant, nous sommes au campement, n'est-ce pas? Et la vue était magnifique, donc tu peux voir que ça en valait vraiment la peine, vraiment. Oui, on l'a fait pour la vue, donc je suis contente. Oui, vraiment. Juliana a l'air d'aller bien, non? Elles sont même là en train de jouer et tout. Mais comment elle se sentait vraiment à ce moment-là? C'est impossible à savoir, non? Eh bien, le deuxième jour de la randonnée, ils sont donc partis juste après 5 heures du matin, comme je l'ai mentionné. Et, selon l'Italienne qui était avec eux, qui était même devenue amie avec Juliana, ce jour-là, il faisait très froid, la visibilité était mauvaise et ils n'avaient que de petites lampes de poche pour s'éclairer. Les hommes du groupe étaient devant, l'Italienne était plus ou moins au milieu du groupe, et Juliana était derrière avec le guide. Juliana montrait déjà beaucoup de fatigue, elle avait du mal à continuer là, à marcher au rythme du groupe. Elle a même dit qu'elle avait besoin de se reposer un peu et, selon le témoignage recueilli par la famille, le guide aurait conseillé à Juliana, à ce moment-là, de se reposer un peu, n'est-ce pas? Qu'il allait avancer de quelques minutes avec le groupe et qu'il l'attendrait et qu'il espérait qu'elle les rejoigne. Eh bien, ici, je dirais qu'il y a un lien. Mais un certain temps s'est écoulé après cela. Probablement, Juliana est entrée en désespoir car la visibilité était très faible, il ne faisait pas encore vraiment jour et elle a fini par se perdre à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire le guide est parti devant et elle est restée derrière, qu'elle a fini par avoir l'accident, tombant de la falaise et glissant sur une pente raide. Et avec ce type de sol dont j'ai parlé, sablonneux, tu sais, glissant et qui s'enfonce. Elle a glissé sur environ 300 mètres vers le bas, comme on peut le voir sur cette image de la pente. Lors d'une interview, le guide a expliqué qu'en voyant son retard, il est revenu vérifier et a alors constaté sa chute. Mais ce n'est pas quelqu'un de ce groupe-là ou le guide qui a informé la famille de cet accident. Du moins, d'après ce qui a été rapporté, ce sont des randonneurs espagnols qui passaient également par la région qui ont informé de l'accident. Vêtus seulement d'un pantalon, d'un t-shirt, de baskets et de gants, sans habits adaptés au froid intense de l'altitude. Elle ne portait pas non plus ses lunettes de vue, il a été révélé qu'elle avait 5 dioptries de myopie. Alors Juliana était là sans défense, allongée, et ce groupe est passé, l'a trouvée et a informé la famille. Cela serait arrivé environ 3 heures après l'accident. Avec l'aide donc d'un drone, un drone ordinaire, des voyageurs qui étaient là. Il a été possible d'identifier que Juliana était là, dans une sorte de fissure dans la roche, tu vois, et elle semblait avoir des difficultés à bouger. Ils ont pris des images et ont essayé de contacter la famille via les réseaux sociaux pour informer de ce qui s'était passé. Vendredi soir, la famille a reçu la nouvelle que Juliana avait eu un accident, cela par le biais du réseau social de sa sœur, Mariana. Au début, elle a douté de l'information, mais en reconnaissant les vêtements et même le visage de Juliana sur les images, elle a commencé à chercher des sources fiables. Et rappelez-vous, les amis, que l'accident s'est produit samedi matin, en Indonésie, d'accord? Mais il faisait encore nuit de vendredi ici au Brésil. Sur les images du drone, Juliana montre des difficultés évidentes à se déplacer et bouger. Elle semblait avoir une blessure à la jambe, ce qui aurait pu compromettre encore plus sa mobilité. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons le chapitre recherche et sauvetage. C'est là que commence ce drame vraiment angoissant, n'est-ce pas? Eh bien, le premier jour de la recherche a été marqué par des informations contradictoires, vous savez, décousues. L'ambassade du Brésil en Indonésie et le gouvernement local ont diffusé des informations qui se sont révélées fausses par la suite. Par exemple, la prétendue livraison de vivres et vêtements chauds à Juliana.
Ce qui, convenons-en, est ce qui m'a le plus trotté dans la tête. D'accord, les randonneurs sont venus avec un petit drone, hein, sûrement pour filmer. Tu vois, mec, on ne peut pas transporter de charge avec. Mais alors, je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment préparés pour ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y avait pas un drone là capable de transporter du poids? Parce qu'on sait que ça existe, non? Plusieurs drones sont capables de transporter du poids. Je comprends que tu ne mettes pas d'hélicoptère avec le brouillard, mais pourquoi pas un drone? Mais en un, je sais pas. J'ai eu cette impression, mince. Ça n'est pas compliqué pour moi de porter un jugement ici en imaginant ce qui a pu se passer, parce qu'il n'y a que ceux qui étaient là qui ont vécu les difficultés et tout le reste. Mais la sensation pour nous qui regardons, qui suivons les nouvelles, n'est-ce pas? C'est mince, ce n'est pas possible. Il n'y avait pas une autre solution, n'est-ce pas? Au moins prévoir quelque chose, envisager un sauvetage plus adapté par la suite. Eh bien, la famille, à ce moment-là, de son côté, a démenti ces informations qui ont commencé à circuler, vous savez, qu'elle recevait des vivres, ce genre de choses, affirmant que le secours n'était pas arrivé là où se trouvait Juliana, qu'elle était toujours portée disparue, que les équipes avaient arrêté les recherches à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité. Et à ce moment-là, elle se trouverait à environ 300 mètres du sentier. Mais les personnes qui sont allées faire le sauvetage ont emporté une corde lors de cette première tentative de sauvetage, ce qui constitue également un autre lien. On dirait, selon les témoignages, que cela renforce encore le sentiment d'abandon. Ils auraient pris une corde d'environ 150 mètres qui n'a évidemment pas atteint l'endroit où elle était. Le terrain, le brouillard, l'attitude et le manque d'équipement ont fortement compliqué cette opération, qui a échoué, et il semble que, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu continuer à ce moment-là, et ils ont fini par la perdre de vue après cela. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un maillon de plus, dans une chaîne malheureusement terminée tragiquement. Pendant ces jours, de nombreuses fausses informations ont circulé sur Internet. Des fausses nouvelles sur l'état de Juliana, jusqu'à des vidéos truquées du sauvetage. Eh bien, les amis, que dire à ce sujet, n'est-ce pas? Ces vidéos auraient été diffusées par le gouvernement indonésien lui-même et transmises par l'ambassade du Brésil à la famille, ce qui a provoqué beaucoup de confusion et d'angoisse. L'ambassadeur du Brésil en Indonésie a appelé la famille pour s'excuser des fausses informations transmises. C'est vraiment quelque chose dont on ne peut que déplorer, il n'y a rien à dire. La famille a ensuite créé un profil officiel sur les réseaux sociaux, appelé Sauvetage Juliana Marins, pour partager tout ce qui se passait, les informations officielles et véridiques. Les jours qui ont suivi l'accident ont alors été marqués par des tentatives de sauvetage infructueuses. D'après ce que l'on peut voir dans les vidéos diffusées par les personnes présentes sur place, la journée commençait avec un temps plutôt clément. Disons, mais en raison des conditions météorologiques que j'ai déjà mentionnées, les recherches étaient interrompues à plusieurs reprises. Un brouillard dense envahissait la région, n'est-ce pas? Se formait au fil de la journée, ce qui compromettait fortement la visibilité. Rendant impossible, par exemple. Hélicoptère en drone. En ce qui concerne le drone, je ne peux plus l'affirmer. Cet hélicoptère, évidemment, il y a un membre d'équipage à bord. Il faut aussi prendre en compte sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, British Broadcasting Corporation News Brésil a créé une chronologie de la façon dont toute la tentative de sauvetage se serait déroulée, avec l'heure de Brasilia, d'accord? Et je vais partager ça brièvement avec vous ici, pour qu'on comprenne comment ces heures ont été extrêmement angoissantes pour cette famille. Vendredi 20 juin 19h, heure de Brasilia, 5 ou 6 heures du matin du 21 juin heure locale, là où l'accident s'est produit. Juliana subit alors cette chute pendant la randonnée sur le mont Rinjani et descend environ 300 mètres sur un terrain escarpé. Le samedi 21 juin vers 17h, 10h de Brasilia, c'est la dernière fois que Juliana est vue. Elle est assise sur la pente dans des images capturées par des drones de touristes. Le dimanche 22 vers 19h, l'Itamaraty publie un communiqué informant qu'il a mobilisé les autorités locales au plus haut niveau avec l'ambassadeur en contact direct avec les agences de secours. 2 employés de l'ambassade se rendent sur place pour suivre les recherches. Le ministre des Affaires étrangères sollicite des renforts pour les opérations. Le même jour et à la même heure, Juliana est repérée par drone par les secouristes, coincée sur une pente rocheuse à environ 500 mètres de profondeur. Lors de l'observation visuelle, elle paraissait immobile. L'information a été publiée lundi par le profil officiel du parc national du Mont Rinjani sur Instagram.
Du 21 au 23 juin de samedi à lundi, des équipes locales menaient des opérations de recherche qui étaient souvent interrompues par les conditions déjà mentionnées ici. Lundi 23 hier, vers 1 heure du matin, la page Visite Mount Rinjani, n'est-ce pas, sur Instagram, publie une nouvelle mise à jour, soulignant que 2 jours se sont déjà écoulés depuis l'accident sur le sentier. Le texte mentionne que les cris désespérés appelant à l'aide, entendus sur place, résonnent encore dans la mémoire de beaucoup et suscitent une profonde émotion. Oui, c'est compliqué, n'est-ce pas? Le parc informe qu'à ce moment-là, ils attendaient encore la communication officielle des autorités de l'équipe de secours qui continuaient à travailler dans des conditions difficiles. La note exprimait l'espoir que les efforts aboutiraient à de bonnes nouvelles et à la découverte de la Brésilienne en sécurité. Le lundi 23 à 17 h, heure de Brasilia, le sauvetage est de nouveau interrompu à cause de la météo. Il a également été indiqué que les recherches n'auraient pas lieu pendant la nuit. Toujours lundi, des employés de l'ambassade du Brésil sont arrivés sur place pour suivre personnellement le sauvetage. Lundi vers 11h36 à Brasilia, la page Instagram Resgate Juliana Marins indique que 2 alpinistes locaux expérimentés se rendaient sur les lieux de l'accident avec du matériel spécialisé pour aider les équipes. Le même jour, vers 9 h, c'est-à-dire lundi, la page officielle Instagram de la famille affirme que les recherches en Indonésie ont commencé à 6 h du matin le mardi 24 juin. À l'heure locale, d'accord? Tout cela en espérant utiliser un hélicoptère. Toujours lundi ici, heure de Brasilia, vers minuit moins 10, la page officielle Juliana, sauvetage Juliana Marin, affirme que l'équipe de secours est descendue de 400 mètres, mais estime que Juliana serait plus loin, à environ 650 mètres. 2 hélicoptères positionnés sur l'île de Sumbawa et aussi dans la capitale Jakarta seraient prêts à décoller. Mais on peut remarquer qu'elle s'est déplacée de plus en plus vers le bas, n'est-ce pas, principalement à cause de ce type de terrain-là. Dès lundi, la famille de Juliana s'est plainte du nouveau recul, soulignant la négligence et exigeant une action urgente. C'est ça l'essentiel pour moi, le lien fondamental ici. Il y avait beaucoup de personnes ordinaires, entre guillemets, qui essayaient d'aider, mais et la responsabilité, n'est-ce pas, de ceux qui devaient veiller là pour... Je sais que c'est un endroit où les gens qui y vont sont conscients des risques qu'ils prennent, mais en cas d'accident, c'est chacun pour soi. Personne n'est prêt à apporter une aide plus efficace? Si ça marche, tant mieux, sinon la vie continue. Parce que vu de l'extérieur, on dirait bien que c'est ce qui s'est passé. Et la famille a tout à fait raison de commencer à remettre en question et à mettre sur la table la question de la négligence, n'est-ce pas, à ce moment-là. Situation très difficile et dangereuse pour la Brésilienne. À chaque heure qui passait, elle se rapprochait malheureusement d'une fin triste, comme malheureusement cela a fini par arriver. Car la question est qu'elle manque de provisions d'eau et de nourriture. Sans nourriture, elle tiendrait encore, mais sans eau, c'est très difficile. De plus, le corps se fatigue avec l'altitude et le manque d'eau. Le froid intense qu'il fait là-bas et elle sans vêtements chauds. Eh bien, après cela, de nouvelles informations ont commencé à apparaître, disant que les secours avaient réussi à la localiser, qu'ils s'approchaient, mais ensuite c'était interrompu. Et ce cycle angoissant a continué. C'est répété pendant toutes les heures suivantes. Ce mardi 24 juin, vers 4h30 du matin à Brasilia, la page officielle Sauvetage Juliana Marins annonçait 3 plans de sauvetage en cours et confirme qu'il est impossible de continuer avec des hélicoptères à cause de la météo. Ce mardi vers 6 h du matin, heure de Brasilia, le parc national Rinjani sur l'île de Lombok, en Indonésie, a suspendu indéfiniment l'accès des touristes au sentier du mont Rinjani pour concentrer les efforts sur le sauvetage de Juliana. Mince, ça a pris du temps, non? La mesure d'urgence visait tardivement, je dirais, à garantir une meilleure qualité et sécurité à l'opération qui mobilisait 50 secouristes, répartis en 6 équipes de sauvetage et 2 hélicoptères, prêts à décoller si les conditions météorologiques le permettaient. Malgré les difficultés, plusieurs personnes locales, y compris des guides et des habitants de la région, tentèrent de participer aux recherches, comme je l'ai mentionné. Même s'ils mettaient leur propre vie en danger en raison de tout le contexte que j'ai déjà expliqué ici. Mais aujourd'hui, malheureusement, vers 11 h du matin, heure de Brasilia, la famille a informé sur les réseaux sociaux que Juliana a été retrouvée par les équipes qui travaillaient au sauvetage, mais sans vie. Une affaire qui a angoissé tout le monde pendant des jours.
Impossible, comme je l'ai dit au début, d'imaginer la douleur de cette famille, de ses parents, n'est-ce pas? L'anxiété qu'ils éprouvaient en attendant des nouvelles. Imaginez un proche dans cette situation, n'est-ce pas? Un désespoir total, un vrai sentiment d'abandon, non? Je tiens évidemment à exprimer ici, au nom de la chaîne, nos sincères condoléances à toute la famille et aux amis de Juliana et, encore une fois, soulever cette question, n'est-ce pas? Les gens en sont conscients. Comme je l'ai dit, ils connaissent les risques, mais sont-ils vraiment préparés à un accident, à un incident quelconque? Parce que ce qu'on a vu, c'était très frappant, n'est-ce pas? Cette idée que, l'impossibilité, les conditions climatiques ont rendu les choses impossibles, impossibles. Et en effet, quand on regarde la situation, il n'y a que du brouillard, on ne voit rien du tout. Mais il y a eu une SC, avec un drone ordinaire de touriste, il y a eu un contact avec elle, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a manqué une coordination pour dire ah, restons là jusqu'à ce que des personnes plus expérimentées arrivent. Oui, des officiers du pays pour qu'ils prennent le relais à partir de là. Et non, ne laissez pas Juliana se perdre, n'est-ce pas? Qu'elle disparaisse de la vue là-bas. Peut-être aussi un drone plus lourd, comme mentionné, pouvant transporter des provisions. Lui apporter eau, nourriture, vêtements chauds, jusqu'à l'arrivée possible d'un hélicoptère comme aujourd'hui. Pour, hélas, récupérer son corps. Cette question reste donc posée. Voilà pourquoi je pense qu'il a un ton, même si cette affaire semble sans lien avec le true crime. Il y a ces éléments, n'est-ce pas, qui poussent à se poser des questions. Il faut qu'il y ait une mobilisation de l'État brésilien, je dirais, dans le sens de remettre en question la façon dont tout a été mené et d'enquêter pour savoir si tout a vraiment été fait comme cela aurait pu l'être, n'est-ce pas? C'est dommage, c'est vraiment dommage. On a l'impression que Juliana aurait pu s'en sortir. Enfin, l'espace commentaire sert à discuter. L'avertissement demeure car ces tragédies se répètent sur les sentiers, n'est-ce pas? Et le cas de Juliana montre que cela peut aussi servir d'avertissement, n'est-ce pas? Parce que les risques de sentiers dangereux comme celui-ci, surtout sur ce mont Rinjani là, sur la photo, on voit bien le grand précipice. Pour vous donner une idée, en 2022, un Israélien nommé Boaz Bar Hanam est tombé d'une hauteur de 150 mètres alors qu'il essayait de prendre un selfie au sommet du volcan. Son corps a aussi été retrouvé 4 jours après. En 2024, ce fut au tour de la Suissesse Mélanie Bonner. Elle est tombée d'une falaise lors d'une ascension en solitaire par un itinéraire non officiel. Tous ces cas impliquent, n'est-ce pas, et montrent qu'il y a un danger là-bas, n'est-ce pas? L'absence d'équipement de sécurité ou le non-respect soudain des conditions officielles. En 2016, environ 400 touristes ont aussi dû être évacués en urgence du même sentier à cause de l'éruption du volcan Rinjani, là où Juliana a eu son incident. C'était d'ailleurs la dernière fois qu'il est entré en éruption et heureusement, personne n'a perdu la vie à cette occasion-là. Et un rapport a été publié. Selon les responsables du parc près du volcan, le rapport publié en mars montre que les accidents ont presque doublé entre 2021 et 2024, de 33 à 60 cas par an, la plupart des cas concernant des touristes locaux, mais 44 étrangers ont aussi eu des accidents ces 5 dernières années. Enfin, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais une fois de plus, ici, réitérer nos sincères condoléances à tous les membres de la famille et amis de Juliana. Merci beaucoup pour votre présence, un bisou du roux et à bientôt pour le prochain épisode.